Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais aller classer avec vous toutes les entreprises de mon portefeuille en termes de valorisation au prix actuel. Et vous allez voir qu'on a pas mal de belles opportunités malgré, on va dire, une baisse de seulement 10% sur un marché global qui est, comme vous le savez, très cher. Donc, on va y revenir. Voilà, c'est à peu près à quoi ça va ressembler, hein. Ça va être sous forme de tier list. C'est le plus simple. Donc, voilà, avec toutes les entreprises de mon portefeuille, hein, du Lethbridge, du Parex, du S&P 500, du B2Gold ici, du ASML. Donc ça va être super. Et milieu de vidéo, je vais également vous faire une synthèse, ou plutôt un petit récap des différentes positions options que j'ai prises récemment pendant la baisse des marchés, qui s'est super bien comporté. Avec notamment voilà, du Nvidia, là en plus à peu près plus 500. Alors je vais encore attendre que Nvidia remonte pour pouvoir encaisser au global à peu près ma prime de 2500. Pareil sur l'Enbridge, ça avait remonté directement, donc c'était top. Sur Crocs également, Crocs se reprend. Donc voilà, et puis je vous ferai également la synthèse sur le call que j'avais acheté, donc légèrement out of the money sur le S&P 500 avec une échéance de 1000 jours. Ça va vous permettre, je pense, de vous familiariser de plus en plus comme ça quand j'en parle régulièrement, voilà comment ça va avec les options tout simplement et comment ça se structure, à quoi ça sert, comment à peu près on gère une position. Donc ça va être cool. Et sinon, pour ce qui est de la valorisation, je vous propose d'utiliser la nouvelle fonction, la nouvelle feature de Qualtrim. Alors c'est un site que j'aime bien. Alors, j'ai pas du tout de lien affilié. Ça coûte à peu près, enfin, c'est moins de 10 euros par mois. Et selon moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir sur Internet. Par exemple, si vous mettez Nvidia ici, vous avez directement vous pouvez le valoriser par le cash flow, par les earnings, on va le voir ensemble. Et surtout, ce que j'aime énormément avec en fait ce site, c'est que vous avez, quand vous lisez les rapports, vous avez ici ce qu'on appelle des KPI, d'accord. Et par exemple, quand vous mettez les revenus, donc le chiffre d'affaires de Microsoft, on vous donne directement le revenu par segment. Regardez un petit peu là, je me mets comme ça. Vous avez clairement les trois grands segments de chez Microsoft: Productivity and Business Process, Intelligence Cloud et Personal Computing. Et on voit directement que là, le plus petit des segments, c'est Personal Computing. C'est là où vous avez les Xbox. Également, vous avez Microsoft Surface. Vous avez également tout ce qui va être Windows, mais pas la licence, parce que justement, Windows 365, là, ça va être dans Productivity and Business Process. Il y a également LinkedIn là-dedans. Et il va y avoir également Dynamics 365. Et ensuite, dans Intelligence Cloud, là, vous avez Microsoft Azure, tout simplement. Donc voilà, je trouve ça super. Pareil, je sais pas si vous allez sur Amazon, là, vous avez carrément tout le détail. Vous savez, Amazon, c'est quand même assez. Il y a pas mal de segments, regardez comme vous pouvez le voir. Donc là, vous avez par exemple First Party Online Sale. Alors, First Party, c'est vraiment quand c'est Amazon, ok, qui va tout simplement vendre lui-même dans sa marketplace. Et ensuite, quand c'est Third Party, là, c'est Amazon qui va vendre le produit d'un commerçant, d'accord. Donc, c'est pas vraiment son produit là, c'est juste un commerçant qui utilise sa marketplace, donc le site d'Amazon, pour vendre un produit. Et on voit bien que par exemple là, on a First Party, c'est 75 milliards, donc c'est le plus gros, c'est la plus grosse, c'est la majorité. Et ensuite, tout ce qui est Third Party, là, vous l'avez ici, c'est 47 milliards, d'accord. Et après, par exemple, on peut voir uniquement l'évolution tout simplement, l'évolution voilà de First Party Online, ou alors l'évolution uniquement de ce qui nous intéresse pour comparer les deux, c'est Third Party versus First Party par exemple. Et donc on voit bien que, regardez, on avait vraiment, on va dire 2019, d'accord, c'était vraiment Amazon qui majoritairement vendait ses propres produits. Et là, plus le temps passe, plus on voit que Amazon il capitalise également sur des intermédiaires pour finalement pour encaisser plus de commissions et pour évidemment faire grossir le chiffre d'affaires, etc., etc. Donc c'est vraiment super. Là, vous avez ici les physical stores. Amazon Fresh et les nouvelles pharmacies qui vont mettre advertising, là vous avez finalement la publicité justement que les third party sellers mettent pour mettre en avant leurs produits. Subscription, là vous avez vraiment Amazon, vous avez Amazon Prime par exemple, l'abonnement Kindle, ce genre de choses. Et AWS, là vous avez évidemment le cloud. Et pareil dans first party, là vous avez quand Amazon va vendre une Kindle par exemple, ça rentre également là-dedans. Donc voilà, vous y voyez un peu plus clair là-dessus. Et donc c'est pour ça que une fois que vous avez vraiment fait le taf de votre côté, quand vous avez lu les rapports, que vous avez mis votre entreprise dans votre portefeuille, ce genre de site, c'est vraiment super parce que ça vous permet de suivre en 5 minutes les évolutions de votre business quand vous connaissez déjà les segments, etc. Et je trouve ça super. Ok, je fais une petite parenthèse avant de commencer, ça me tient vraiment à cœur. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo d'analyse des rapports de plus d'une heure d'une small cap Parex, l'entreprise s'appelle Parex Ressources, sur laquelle j'ai à peu près 25 000 $. Et
je n'avais pas prévu évidemment qu'elle fasse 8000 vues, hein, une vidéo de 1 heure sur les rapports. Normalement, c'est pas ça qui est très séduisant. Mais bon, voilà, elle a fait 8000 vues et avec une centaine de commentaires. Donc bref, si je vous dis ça, c'est parce que précisément dans cette vidéo, je choisis bien mes moments. Et bien, j'avais fait une annonce exceptionnelle et je pense que c'est pour ça que ça avait aussi bien marché. Parce que voilà, si vous me suivez sur YouTube depuis pas mal de temps, bah, vous savez en fait que je fais jamais ce genre d'annonce. En donnant tout simplement la possibilité d'avoir une heure quasiment, enfin une demi-heure, une heure de coaching en one-to-one avec moi totalement gratuit dans laquelle j'allais tout simplement aller voir votre stratégie, votre portefeuille, vos positions et voir justement comment on pouvait optimiser tout ça en mettant en place une méthodologie d'analyse, une structuration du portefeuille et voir par exemple si vous n'avez pas de stratégie, c'est parfait, comment mettre une en place. Si vous en avez déjà une, comment aller l'optimiser. Si vous avez déjà la partie action, comment mettre en place la partie option dans votre portefeuille. Bref, voilà, tout ça offert, ça a évidemment cartonné. Et donc j'avais mis des liens, j'avais mis plutôt des créneaux avec moi offerts sur toute la semaine. Malheureusement, quasiment le soir même, tout était complet. Et c'est pour ça que je vous fais cette parenthèse. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas pu prendre de créneaux parce qu'il n'y en avait plus, ou pour ceux qui n'ont pas vu la première annonce sur la vidéo de Parex, j'ai remis quelques créneaux sur cette semaine. Donc voilà, vous avez le lien en description. Et en fait, de base, je vous explique un petit peu la stratégie. J'avais prévu de faire 2 annonces, une première avec la vidéo de Parex et une deuxième quelques jours après pour m'assurer que tout le monde soit au courant et surtout, bon là ça n'a pas été le cas malheureusement, mais que tous ceux qui sont super intéressés par l'idée d'avoir une session offerte avec moi en one-to-one sur l'optimisation de leur placement, de leur stratégie, etc. et qui n'ont pas pu voir ou qui ont raté la première annonce puissent y avoir accès avec celle-ci. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Je m'attarde pas plus là-dessus. De toute façon, j'ai mis les quelques créneaux disponibles. Donc pour ceux qui ont vu la première, qui ont raté, qui n'ont pas pu, etc., ou qui me suivent depuis pas mal de temps et qui sont chauds pour ça, foncez. Franchement, je vais vous mettre une nouvelle perspective sur vos investissements parce que j'ai les compétences pour et donc ça va être super et c'est offert, donc ne ratez pas ça. Et je passe un petit bonjour à tous ceux que j'ai eu en appel la semaine dernière avant de commencer la vidéo. C'était vraiment un plaisir, j'ai passé une super semaine et c'est vrai que là concrètement en 10 secondes si je pouvais résumer, vous allez sortir de l'appel avec concrètement un plan d'action en fonction par exemple si vous devez optimiser ou focaliser sur la structuration de votre portefeuille, si oui, comment, si c'est plutôt la valorisation, quelle méthode de valorisation vous devriez mettre en place, si c'est sur les options, quelle stratégie en fonction de vos positions déjà existantes. Pareil pour le qualitatif, si il vous manque quelque chose, la structuration dans les rapports, etc., vous l'avez compris, donc c'est vraiment du sur-mesure qu'on va mettre en place dans votre stratégie. Donc voilà, vous avez le lien en description et encore une fois, évidemment, il n'y aura pas de troisième annonce. Ça, c'est la deuxième et c'est la dernière. C'est ce que j'avais prévu de faire dès le départ. Donc voilà, la deuxième annonce et je clôture enfin cet épisode et on se retrouve pour les prochains, je pense, après l'été. Voilà, tout simplement. Ok, on est parti et je vous propose de commencer par Google qui est selon moi la plus intéressante des large caps. C'est l'une de mes plus grosses positions. Donc, alors je vais d'abord la mettre directement en S, ok, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors Google, voilà, donc je suis ici, je clique. Google, j'ai une belle position. J'ai pas mal d'actions en direct, c'est-à-dire j'ai 200 actions en direct avec un PRU en dessous des 100, enfin quasiment sur les 100 parce que j'ai renforcé depuis. Donc à chaque fois, évidemment, le PRU, le PRU il augmente bien, mais bon, ça reste raisonnable. Et j'ai surtout des calls sur Google, notamment, vous voyez un call que j'avais acheté il y a plus d'un an avec quasiment 4000 de plus-value, mais ça a bien baissé. Donc pareil, j'étais quasiment monté à 6000, mais de toute façon, voilà, ça va repartir. Et justement, alors pourquoi c'est très très intéressant là du Google au prix actuel? Parce que on se négocie tout simplement, je vais vous le mettre, je vais vous le mettre ici. On se négocie actuellement 20 fois les bénéfices et on se négocie pour le Forward P de 2025 à seulement 19 fois les bénéfices et celui de 2026 à 16,7 fois les bénéfices. On n'est vraiment pas cher du tout. Et on va aller voir donc sur le DCF. Alors voilà, le DCF, je vais d'abord vous le mettre avec les earnings et ensuite on ira apprendre avec le free cash flow. Ok. Donc l'earning, alors d'ailleurs en fait là, de quoi est-ce qu'il est question pour remettre tout le monde à niveau très très simplement en 2 minutes. Donc là, c'est ce qu'on appelle, voilà, en fait, on va prendre les bénéfices actuels, d'accord? Donc là, on a un earning per share. Donc l'earning per share, c'est le bénéfice net divisé par le nombre d'actions en circulation. Ok. Donc autrement dit, c'est le bénéfice net. Donc là, il est de 8,5. C'est-à-dire que si vous achetez une action Google actuellement là, qui cote à 170, l'entreprise, elle produit, le business produit 8,05 $ par action.
ok? Donc par titre. Ok, alors avant de commencer, je vais vous montrer qu'en 2 minutes, le type de valorisation que vous voyez sur ce genre de site internet, vous pouvez le refaire de votre côté sur une machine calculée totalement gratuite sur internet en moins de 2 minutes, puisqu'en fait, il vous faut seulement 3 informations. C'est aussi simple que ça. Alors, vous avez simplement à comprendre déjà ce que signifie le PE. Le PE, c'est évidemment le price, donc le prix de Google, la market cap, les 2000 milliards, d'accord, les 2 trillions, price to earning, donc divisé par l'earning. L'earning, c'est les 100 milliards. Donc, si vous faites déjà, eh bien, les 2090, donc voilà, 2090 pour mettre 2,9 trillions divisé par le bénéfice net de 100 milliards, eh bien ça fait exactement le PE que vous avez ici, là, 21,20. Enfin voilà, il y a une différence de 0,30 parce que ça n'a pas été mis à jour, mais on est vraiment là-dessus. Si j'avais mis la virgule, là ici, vous voyez, entre 170 et 171, on aurait été dedans. Donc ça, c'est eh bien, le PE. Mais ce PE-là, d'accord, c'est la même chose. Si on prend le price to earning, et si maintenant on prend, non pas le price, donc la market cap, mais on prend le prix par action, et donc, non pas le bénéfice net, mais le bénéfice par action, vous avez exactement les mêmes chiffres. Regardez, si je prends 170 divisé par 8,04 l'earning per share, là vous avez cette fois-ci le même PE, voilà, de 21,14. Encore une fois, il y a un petit delta là, 0,20, 0,30, parce que voilà, c'est pas été, les marchés sont fermés. Mais vous avez exactement la même chose. Donc ce qu'il faut retenir, c'est très simple, c'est que le prix en bourse est égal le PE divisé par l'earning per share. Et donc, l'earning per share de l'EPS de 8,04 multiplié par le PE est égal le prix en bourse. Vous avez exactement 170. Ok. Donc, pour la valorisation, ce qu'on va simplement devoir faire, c'est de prendre l'earning per share actuel, le projeter dans 5 ans à un taux de croissance annuel composé. Et une fois qu'on l'a dans 5 ans, cet earning per share, on va le multiplier par le PE que l'on pense auquel Google va se négocier dans 5 ans. Et ça va nous donner donc le prix en bourse de Google dans 5 ans. Regardez, c'est très simple. Là, ici, vous avez l'earning per share de 8,05. Et donc là, on va dire que ça va croître de 15% de taux de croissance par an. Donc, vous faites, ici, en mathématiques, vous faites juste 8,04. Et là, vous mettez entre parenthèses donc un pourcentage, 1,15. Et là, vous mettez un exposant. En finance, les exposants ou les puissances, c'est la même chose. C'est tout simplement pour mettre des taux, un intérêt composé. Donc là, vous mettez exposant 5, le nombre d'années. Et ça va vous mettre donc l'earning per share dans 5 ans, 16,17. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de dire, dans 5 ans, Google va se négocier à combien de fois les bénéfices? On va dire qu'il va se négocier à 20 fois. Donc, vous faites fois 20. Et donc là, vous avez directement le prix en bourse de Google dans 5 ans si l'earning per share augmente de 15% et si dans 5 ans, on se négocie à 20 fois les bénéfices. Donc là, vous avez déjà cette information-là, d'accord? Et maintenant, on va dire ici justement qu'on désire surperformer le S&P 500 et qu'on désire sur Google faire 12% par an, Et dans ce cas-là, en fait, là, ça vous dit que vous avez ce qu'on appelle, ici, une fair value de Google à 183. Puisque si jamais là, c'est 323, on les prend et qu'on fait exposant cette fois-ci 12 et qu'on met non pas plus 5 mais moins 5 pour voir la valeur de ces 323 euros dans 5 ans, combien ça vaut actuellement aujourd'hui avec un taux d'actualisation de 12%. Vous faites moins 5, ça va vous donner exactement la fair value de 183 qui est ici 183. D'accord? Et vous pouvez également le faire différemment. Vous pouvez faire, il y a une formule mathématique, en gros, vous avez simplement, vous mettez entre parenthèses, vous mettez simplement la valeur dans 5 ans, donc 323, divisé par le prix actuel, 170. Et là, vous mettez exposant et vous mettez entre parenthèses 1 divisé par le nombre d'années, donc 5 ans. Et là, ça va simplement vous donner, ça c'est la formule pour avoir le taux de croissance annuel composé par rapport au prix dans 5 ans. Et là, ça va vous mettre exactement 13,69. Et regardez un petit peu, vous avez exactement les 13, ici, voilà, 68, parce que là, pareil, si j'arrondis, ça fait exactement 69, d'accord? Donc pour conclure en une phrase, effectivement, vous avez l'earning per share. Donc cet earning per share, vous le multipliez par un taux de croissance, d'accord, ici de 15%. Vous avez un prix donc dans 5 ans. Nous, on avait trouvé ensemble donc 323 dollars. Et ces 323 dollars, vous allez l'actualiser, donc puissance exposant moins le nombre d'années, moins 5. Elle a un taux de rendement, par exemple, de 12%, d'accord. Et là, ça va vous donner donc le prix actuel de Google auquel l'acheter. Donc là, vous avez du 183 dollars. Et en fait, ce prix-là, vous le comparez au prix en bourse actuel, là de 170. Donc là, vous avez la fair value à 183 et le prix en bourse à 170. Donc sous la fair value. Donc on est sous-évalué de la différence. Et inversement, si jamais vous êtes plus gourmand et vous dites, moi 12% par an, ça ne me suffit pas. Je veux du 15%, et dans ce cas-là, évidemment, regardez, le prix auquel vous allez devoir l'acheter va évidemment donc diminuer. Regardez, si je mets du 15%, là, voilà, il va falloir acheter du Google à 161
pour pouvoir faire 15% par an. Et si pareil, eh bien, je diminue maintenant eh bien, le taux de croissance, là par exemple je mets seulement on va dire 12%, si vous pensez que Google va croître de seulement de 12% par an, donc le bénéfice par action, et que vous voulez 15% de taux de croissance et que ça va se multiplier, enfin ça va se négocier à 20 fois les bénéfices dans 5 ans, eh bien il faut que vous rentriez sur Google à 141, d'accord, pour avoir ces rendements. Donc enfin, vous voyez bien que d'ailleurs, voilà, quand on mixe un peu les deux, bah voilà, vous êtes à peu près bon sur la globalité. Et actuellement, ici, voilà, là, ça vous donne avec le prix actuel. Si jamais vous ne rentrez pas sur la fair value mais que vous rentrez au prix actuel, eh bien, vous avez 11% de taux de croissance. Donc, c'est vrai que même au prix actuel, sur Google, si on croît de seulement 12% par an et qu'on a un earning per share de 20, donc de 20 dans 5 ans, eh bien, voilà, ça vous fait actuellement 10%, enfin 11% par an. Et si par contre, vous attendez que ça baisse à 141, eh bien, ça vous fera un taux de rendement annuel composé de 15%. Donc voilà, on est quand même assez bon de ce côté-là. Alors ici, j'ai voulu vous mettre une étude qui va vous montrer finalement les 10 meilleures acquisitions de tous les temps par rapport au retour sur investissement pour les actionnaires et pour l'entreprise. Je pense que vous le savez, Google a racheté Wiz pour 32 milliards de dollars. C'était une transaction en cash. C'est-à-dire que Google n'a pas donné des actions ou financer ça avec de la dette. Non, il a pris 32 milliards de cash qu'il avait au bilan pour aller acheter cette startup israélienne qui est spécialisée dans la cybersécurité, dans le cloud. Ok. Et bon, évidemment, le marché a entre guillemets paniqué. Tout le monde a dit, mais ça y est, c'est bon. Google, il paye beaucoup trop cher leur acquisition. Donc, je voulais juste vous rappeler que parmi les 10 plus grandes acquisitions de tous les temps, Google, en fait, ils sont un peu de partout. Notamment, en fait, on est, donc voilà, quand Google il a acquéri Google Maps, hein, excusez-moi, voilà Google Maps pour 70 millions. Eh bien, on a eu un retour là actuel de 28 milliards. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Là, en fait, vous voyez ici en gris, c'est le prix d'achat par rapport au retour, le retour sur investissement qu'on a eu. Même chose pour Android, on l'a acheté à 50 millions. Voilà, on a un retour qui est énorme. Sur Google, pareil, on l'a acheté à 1,65 milliard. Et là, maintenant, voilà, ça nous a généré 160 milliards. Et enfin, pour DoubleClick, donc c'est pour la partie publicité de Google. Voilà, on l'a acheté à 3,1 milliards et ça nous a généré 182 milliards. Okay, et quand vous remontez également dans le temps, parce que là vous dites ouais mais c'était facile, enfin c'est facile à dire, mais YouTube ne générait quasiment, enfin presque pas d'argent quand Google l'a acquéri. Donc c'était vraiment un pari sur l'avenir. Tout comme actuellement Wiz, ça s'est négocié actuellement 32 fois pas les bénéfices, ça se négocie 32 fois le chiffre d'affaires, excusez-moi, le chiffre d'affaires, mais alors comme il y a des marges très élevées, c'est un peu un mix des deux. Mais voilà, pour vous donner une idée, Wiz a généré 1 milliard de chiffre d'affaires là en 2025. Voilà, et donc pour le prix d'achat évidemment de 32 milliards, c'est assez élevé. Mais en fait, c'est pas tellement Wiz le chiffre d'affaires qu'ils font actuellement, c'est surtout la technologie de Wiz qui va être intégrée à Google et qui va permettre donc de faire ce qu'on appelle des synergies donc pour améliorer Google Cloud actuel. Et donc là rapidement, ce que Thomas, donc le CEO de Google Cloud avait détaillé, en gros Google ils ont fait là il y a la semaine dernière un peu comme un conférence call avec donc le CEO de Wiz, Sundar Pichai, également le CEO de Google Cloud, pour expliquer finalement pourquoi ils ont acheté l'entreprise Wiz et les synergies et donc voilà l'implémentation et la plus-value qu'ils allaient en retirer. Donc là rapidement, voilà le Google Cloud. Je pense que pas mal de personnes connaissent Mandiant, donc l'expertise d'élite donc chez Google Cloud. Donc Threat Intelligence également et Security. Et donc, simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intégration de Wiz permettra de créer une plateforme qui va protéger les applications cloud natives à chaque étape, donner une vision proactive des menaces. En fait, ça va être en temps réel, puisque dans le cloud, ils expliquaient, en gros, ils ont ce qu'on appelle du multi-cloud, et là, pas mal des clients de Google ne sont pas que sur Google, ils sont également sur Amazon, donc AWS, sur Azure, voilà, comme je l'ai marqué ici, Oracle, et en fait, donc il faut quelque chose qui soit ce qu'on appelle multi-cloud, et c'est exactement ce que Wiz permet de faire avec ces deux produits phares, voilà, Wiz Code, donc sécurité du code à la production, donc à la base directement, et également voilà, là ça va être la détection et réponse aux attaques en temps réel. Voilà, il parle bien à chaque fois de temps réel par rapport à si vous mettez des pare-feux par exemple, ça c'était entre guillemets l'ancienne version pour sécuriser tout simplement les données. Voilà, ils expliquaient également que oui, c'est quand même une entreprise qui là actuellement est utilisée par plus de la moitié des entreprises Fortune 100, donc voilà des très très grosses entreprises, et donc évidemment ça va leur permettre d'améliorer leur partie cloud, de sécuriser beaucoup mieux leur cloud, et donc voilà, parce que Google Cloud chez Google, on parle quand même justement, vous voyez, d'un segment qui a une croissance mais qui est juste dingue. Là, si je vous le mets rapidement ici,
Donc si je mets par segment et que je mets uniquement Google Cloud, voilà, regardez un petit peu, on est passé eh bien, de seulement 20 milliards à là actuellement 43 milliards, donc en moins de 3 4 ans, d'accord. Avec des marges qui ont surtout explosé. On est passé de marge sur Google Cloud eh bien, de 5% à maintenant des marges de 18% et ça va que augmenter, d'accord. Donc c'est vraiment un segment là qui va pouvoir faire pas mal de cash en plus pour Google. Donc le fait de faire cette acquisition, je pense que c'est vraiment, vraiment pertinent. Alors oui, évidemment, ils auraient pu l'acheter moins cher, je pense, mais oui, après ça c'est tout le temps, comment dire, ça fait tout le temps penser à Charlie Munger, Warren Buffett et Secondies, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Secondies, c'est l'entreprise qui a, entre guillemets, selon Warren Buffett, transformé totalement Berkshire Hathaway. C'est l'entreprise qu'ils ont achetée donc en physique dans les années 70, d'accord. Et encore une fois, ouais, c'est selon Warren Buffett, c'est vraiment l'entreprise qui a, c'est les fondations de Berkshire Hathaway, donc là, la holding qui maintenant vaut 1 trillion en bourse. Et en fait, très rapidement, Warren Buffett, avant les années 70, d'accord, il était sur ce qu'on appelle des actions d'e-value investing avec les principes de Benjamin Graham. Et Charlie Munger, il est arrivé et il a dit à Warren Buffett, mais ça sert à rien de faire ce que tu fais. Je sais que ça marche très bien, tu t'es fait plein d'argent avec, mais je pense qu'on perd notre temps et je pense qu'on pourrait faire 10 000 fois plus en arrêtant de se focaliser sur des boîtes eh bien, qui sont pas top, mais qui ont encore un potentiel de croissance. On l'achète, on revend et on refait la même chose. Plutôt aller sur des entreprises exceptionnelles, on va gagner plus d'argent comme ça. Et la première, entre guillemets, entreprise exceptionnelle qu'ils ont acheté en physique, donc avec Berkshire Hathaway, c'est Secondies. Et c'était une entreprise qui, à l'époque, donc ils l'avaient acheté à 25 millions, donc 25 millions, d'accord. Donc c'est un petit truc, c'était au début. Et Warren Buffett, en fait, ne voulait pas l'acheter à 25 millions. Il voulait l'acheter seulement à 20 millions. Et Charlie Munger avait fait des pieds et des mains pour quand même l'acheter à 25. Donc au final, Charlie Munger a eu raison et ils ont pu l'acheter, enfin ils ont réussi à l'acheter à 25. Enfin, il a réussi à convaincre Warren Buffett, donc ils l'ont acheté à 25 millions. Et là, actuellement, Secondies, c'est une entreprise dans le portefeuille de Berkshire Hathaway qui génère plus de 2 milliards par an à chaque année. Et en fait, c'est une entreprise qui a, eh bien voilà, qui a fait toute cette croissance-là, en réinvestissant, j'ai plus les chiffres en tête, mais quelque chose genre, peut-être comme 50 millions au total pour faire plus de 2 milliards par an. Et donc en fait, c'est un business model qui était mais scalable quasiment à l'infini avec pas de capex, pas de réinvestissement, des marges énormes. C'est suite à ça également où Warren Buffett il dit tout le temps voilà, price is what you pay et value is what you get. Et donc ce genre de business, par exemple comme Secondies, s'il l'avait acheté à 25 millions, à 30 millions ou même à 200 millions par rapport à ce que ça génère chaque année aujourd'hui, mais c'était dans tous les cas sous-évalué. Donc c'est un peu comme Wiz, c'est difficile je pense d'évaluer et de donner un avis sur ce genre de prix là de 32 milliards parce que peut-être qu'en fait ça va leur permettre justement de dynamiser le cloud, peut-être que ça va leur permettre de rapporter là tous les plus gros contrats sur les 10 prochaines années et donc finalement 32 millions, 32 milliards, excusez-moi pour ce type d'acquisition, voilà, c'est certainement rien du tout. Et encore une fois, tout comme il l'avait fait sur YouTube, sur DoubleClick et sur, voilà, sur Android, sur Google Maps, etc. etc. D'accord. Donc moi personnellement je fais confiance à Sundar Pichai et même le management de Google, ils ont toujours fait des très bonnes acquisitions. Je pense pas qu'ils gaspillent le cash des actionnaires et de toute façon c'était du cash, c'est pas quelque chose, voilà, ils ont quand même une montagne de cash au bilan. Faut, à un moment donné, ils sont sur les taux sans risque, donc à 4% par an. Je pense que cette entreprise-là va forcément leur permettre d'avoir plus de 4% par an de taux de rendement par rapport au business sur les prochaines années. Pour moi, c'est sûr et certain. Donc pour Google, j'aurais pas le temps de faire le free cash flow, mais c'est à peu près la même chose, hein. On est à peu près sur la même chose. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, si on va dire, voilà, si on a un scénario négatif, on pourra avoir seulement du 12% par an de taux de croissance, mais on va dire du 11%, d'accord. Et quand on négocie donc à 20 fois les bénéfices, ça nous ferait à peu près un prix en bourse en 2030, dans 5 ans, de seulement 71 $. Et donc, si on l'actualise à 15% donc, de taux de croissance par an, eh bien voilà, ça nous ferait il nous faudrait rentrer sur Google sur les 134. Mais encore une fois, si jamais voilà, vous avez quand même du 10% de taux de rendement au prix actuel, si vous l'achetez, franchement, 10% par an, là, avec un scénario vraiment, vraiment négatif, donc vraiment pessimiste, on est vraiment bon. Et ouais, si par exemple, vous dites ok, moi j'accepte d'avoir entre guillemets que 12% de taux de rendement par an, c'est quand même très bien 12%. Là ça vous fait une fair value à 160, 150, 160. Voilà, on est quand même assez bon. Et si par contre, on va dire vraiment, ils arrivent à optimiser un peu la totalité du business et on repart on repart vraiment en croissance importante et qu'on a du 15% de taux de croissance par an, ce qui n'est pas impossible, hein, c'est vraiment pas impossible avec tous les investissements qu'ils font actuellement. Là, dans ce cas-là, on aurait vraiment une fair value à 183 et on aurait surtout au prix actuel quasiment 14% de rendement par an, d'accord. Donc c'est extrêmement bien, sachant que le S&P 500, lui, on est quand même assez surévalué sur le S&P 500 par rapport à du Google, ou même justement par rapport, on va aller le voir dans un instant,
Voilà, par rapport, on va aller prendre par exemple, je vais aller prendre par exemple du Visa que je mettrai. Alors j'hésite entre B et A, je vais quand même la mettre en A. Donc Visa, bon, c'est une super belle boîte hein, voilà, que j'ai en portefeuille. J'ai à peu près la même position sur Visa que sur Mastercard. Donc c'est deux super belles boîtes avec, voilà, avec une belle plus-value. Mais alors pourquoi pourquoi je ne la mets pas en S au prix actuel? C'est parce que premièrement, on a donc le prix en bourse qui a augmenté sur les 10 dernières années de 18%, ok, donc ça c'est super. Et on a par contre le bénéfice net qui a lui augmenté de seulement 13%. Donc évidemment, les multiples ont augmenté. La surévaluation se creuse de plus en plus, d'accord, par rapport à des boîtes comme Google. Alors pareil, en bourse, il faut savoir que Google, si jamais par rapport à, voilà, à Visa, ça change un petit peu, voilà, c'est bon. On est à peu près sur la même chose, hein, Google et Visa en bourse, c'est la même performance, hein, vous voyez, à peu près, on est pareil. Là, bon, là, voilà, Google a surperformé. Et depuis, on va dire vraiment 2022-2023, voilà, on est quasiment pareil, hein. Visa a pris 87, Google 76. Donc voilà, c'est à peu près le même type de croissance en bourse. Mais on en a une qui se négocie, eh bien, à 30 fois les bénéfices, alors que l'autre se négocie à 20 fois les bénéfices, d'accord? Alors oui, il y en a un, il y a beaucoup plus de stock-based compensation et c'est d'ailleurs, je pense, l'un des critères qui fait que, eh bien, Google se négocie moins cher que Visa. Mais si on parle uniquement en termes de valorisation, on va le faire ensemble. Donc, on va prendre une valorisation, on va prendre le taux de croissance historique de l'earning per share, à savoir du 13%. Ok, voilà, on va prendre du 13%. Donc, dans le scénario, on va dire plutôt optimiste, c'est-à-dire dans le scénario où Visa continue finalement sur la croissance qu'on a eu les 10 dernières années. Ok, donc là, on met du 13%. On va mettre un earning per share, voilà, dans le futur. Là, vous voyez, on est à peu près comment en moyenne, hein, Visa, on voit qu'on est sur du là, voilà, si je prends cette borne-là, on va être sur du, allez, on va être sur du 30, ok, on va être sur du 30. Je pense qu'on n'est pas trop mal si je mets du 30, donc là, je vais augmenter, voilà, du 30. Et donc là, dans ce cas-là, ça vous fait un retour sur le prix actuel de 9,53%. Donc vous avez quasiment exactement le même rendement que si vous achetez Google aujourd'hui et que vous en attendez un taux de rendement, on l'avait vu ensemble, de entre 10 et 12% par an, que si vous achetez Visa au prix actuel avec un taux de rendement de 13%. D'accord? Sauf que le taux de rendement historique de Google, on est plutôt sur du 18%, alors que là, Visa, je suis déjà sur le scénario, on va dire, neutre, d'accord? Moyen. Si maintenant je mets un scénario plutôt négatif sur Visa, avec un taux de croissance de seulement, allez, 10% par an, ok? Et qu'on prend pareil, on va dire un earning per share dans le futur de seulement, allez, 28 ou même 27, bah dans ce cas-là, vous voyez que le retour, mais il s'effondre totalement. Donc c'est vrai que sur Visa, il faut absolument qu'on délivre de la croissance, alors que sur Google, on a quand même plus de marge de manœuvre si jamais la croissance diminue fortement, d'accord? Voilà, comme je vous l'avais montré sur Google, si on a un taux de croissance de 10% avec un PE de 20, bah voilà, on a quand même 9% par an, alors que sur Visa, le même scénario entre guillemets négatif, allez, je vais même mettre du 12, d'accord? Je vais mettre du 12, donc juste 1% de moins que ce qu'on a fait sur les 10 dernières années ou même 2%. Et voilà, pareil, là je mets du 27, bah voilà, on est seulement à 6%, hein. Donc il faut vraiment que les multiples restent élevés, à peu près sur du 30, pour qu'on les voit à ce taux de rendement-là. Et voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que Visa, selon moi, elle est quand même un petit peu chère au prix actuel, d'accord? Mais c'est parce que sur Visa, on a vraiment eu une explosion là, du prix en bourse de 33% et les bénéfices n'ont pas suivi. Là, c'est pareil, je me mets, si on remonte dans le temps et qu'on prend depuis 2022, on a eu un prix en bourse qui a augmenté de 90%. Et regarde un peu le bénéfice, lui, il a augmenté de combien? On est passé d'un bénéfice net, allez, de 14,31 milliards à là actuellement 19 milliards. Donc le bénéfice net a augmenté de 37, allez, j'arrondis à 40%, alors que le prix en bourse a augmenté de 90%. Donc 2 fois plus rapidement que le bénéfice net. Donc évidemment, eh bien voilà, le price to free cash flow, lui, il est passé ici. On avait du Visa qui se négociait à 20 fois le free cash flow et maintenant on se négocie à 30, allez, à 34 fois, à 33 fois les free cash flow. Donc il y a vraiment une augmentation des multiples qui a tiré la valorisation vers la hausse, mais ça n'enlève en rien la qualité du business, ça n'enlève en rien, je pense, les rendements qu'on va avoir dans le futur sur cette entreprise-là. Mais c'est vrai que voilà, s'attendre à du 18% au taux de croissance annuel composé sur Visa en l'achetant au prix actuel, comme ce qu'on a eu dans le passé, ça me paraît extrêmement compliqué. Ben voilà, ça me paraît quand même très compliqué. Et c'est vrai que si on prend un scénario optimiste et on prend, voilà, on va dire, allez, ça va augmenter de 15%, c'est-à-dire que, on va dire que la Visa, le bénéfice net, il réaugmente beaucoup plus rapidement que sur la précédente décennie, ok? Et qu'on a un multiple, un multiple de 30 fois, donc si on se négocie à 30 fois les bénéfices, et que voilà, on veut du 15% par an, eh bien, il faut acheter Visa, voilà, à 300, allez, à 300 dollars par action, et là, au prix actuel, on a seulement du 11, du 12% de rendement sur le prix actuel. Donc, effectivement, Visa, je le mets en A, et maintenant, je vous propose de passer sur
sur du BlackRock que je mettrais plutôt en B, d'accord? Et pareil, alors pourquoi BlackRock en B? Voilà, déjà, premièrement, Visa et Google ont vraiment surperformé BlackRock de manière historique, hein. BlackRock, on est plutôt sur du taux de rendement un petit peu comme le S&P 500. Enfin, BlackRock a justement surperformé le S&P 500, mais Visa et Google ont explosé le S&P 500. Donc, c'est encore un stade supérieur. Donc, voilà à peu près le niveau de la croissance en bourse de BlackRock. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on a, premièrement, eh bien, les bénéfices nets de BlackRock qui ont augmenté, là, si je mets sur les 10 dernières années, voilà, de 7% par an. Ok, si je mets depuis les 10 dernières années. Donc, c'est vrai que voilà, 7% par an, on est bien loin des 13% de Visa et quasiment des 16-17% de chez Google. Ok, donc on va devoir le prendre en compte dans nos valorisations. Et c'est également pour ça que vous voyez que BlackRock verse un dividende par rapport à Visa. Voilà, on a quand même un payout ratio chez BlackRock de 50%. Et effectivement, voilà, 3 milliards de dividendes, 3 milliards 10 de dividendes. Donc avec en plus des rachats d'actions pour la différence. Donc vraiment, BlackRock, on a un beau dividende sur cette entreprise-là. Donc si je mets ici du BlackRock pour aller faire une petite valorisation. Donc premièrement, voilà, on a un earning per share de 42 $ par action. Effectivement, quand vous achetez un titre, donc BlackRock, une action donc à 1000 $, eh bien chaque année l'entreprise elle peut générer sur ces 1000 $ là 42 $ de bénéfices. Ok, donc on va aller prendre premièrement les multiples. Voilà, on est à peu près sur un PE de 23. Et alors moi personnellement, je pense que le PE va se maintenir au-dessus des 23 dans le futur, puisque plus le temps passe, plus BlackRock s'oriente vers des segments qui sont avec de plus en plus de croissance, notamment sur le marché privé, donc niveau private equity, et également marché privé de la dette. Je vous avais déjà fait une synthèse de BlackRock, hein, mais très très rapidement. C'est vrai que le cœur du cœur, c'est private market, Aladdin, avec un taux de croissance annuelle composé de 13% sur Aladdin, donc leur logiciel algorithme pour gérer le risque des clients. ETF, là, c'est vrai qu'en fait, on a un taux de croissance qui va être à peu près comme le S&P 500, avec des marges qui vont être classiques. Ça dépend si c'est des ETF, on va dire comme le S&P 500, justement, ça c'est des ETF où ils prennent pas beaucoup d'argent, mais si c'est de la gestion active, là voilà, ETF thématique, etc. Là, ils sont vraiment énormément d'argent. Et ensuite, on va voir par exemple la technologie. Là, il y a un taux de croissance annuelle composé de 12% par an. Et je pense qu'on va pouvoir au moins faire plus de croissance dans les 10 prochaines années que ce qu'on a eu dans les 10 dernières années. Ok, si on fait un mix un peu de tout ça. Par exemple, Aladdin, effectivement, c'est 12% de taux de croissance annuelle composé, une taille de marché qui est très très faible, hein, c'est un peu plus bas, je crois. Voilà, vous voyez, on a un marché adressable. Aladdin, c'est que 1,4 milliard et on a un marché adressable, voilà, mais qui est juste énorme, quoi. On a un marché adressable, excusez-moi, de 12 milliards. Donc on n'a même pas 10%. Voilà, on a 11% du marché. Donc là-dessus, on va pouvoir vraiment augmenter les taux de croissance et donc augmenter finalement la rentabilité nette in fine, la part qu'Aladin dans le bénéfice net de BlackRock. Et sur la partie des marchés privés, là voilà, là on est vraiment, en fait, on n'a pas énormément de fonds sous gestion, et on a surtout, comme vous pouvez le voir, donc voilà comment c'est à peu près réparti. On a donc tout ce qui va être private equity, voilà, l'immobilier, private credit. Là c'est pas mal à la mode actuellement chez les particuliers. Et donc là voilà, on a vraiment un taux de croissance de 16% par an sur le private market, donc des actifs under management. Et là, en termes de revenus, pareil, on a 26% des croissances du revenu chez BlackRock sur cette division-là. Donc voilà, vraiment, si on fait un peu une moyenne de tout ça, je pense qu'on va pouvoir délivrer à peu près du 10% par an. Ce qui est pas non plus dingue, hein, c'est vrai qu'on compare à du Google, du Visa, etc. 10% chez Google et Visa, c'est la borne basse. Alors que là, BlackRock, ça serait la borne haute du 10%. Donc voilà, je mets du 10%. Voilà, je mets également, on va se négocier à 23 fois les bénéfices. Et là, ça nous donne, enfin pas la douche froide, mais ça nous donne quand même le scénario qui est pas optimiste, mais qui est neutre slash optimiste, ok, d'accord. Eh bien, ça nous ferait un rendement, si on achète BlackRock au prix actuel, de seulement 9,84% par an, ce qui est pas ouf, quoi, ce qui est clairement pas dingue. Et ça nous ferait, voilà, en fait, il faudrait rentrer sur BlackRock au prix de 773, d'accord. Donc voilà, on est un peu cher, quoi, actuellement. Alors attendez, je me mets sur BlackRock. Hop, non, c'est pas ici, c'est ici, on est un peu cher. Moi, j'ai un PRU sur les 650. Donc, j'ai un PRU, voilà, j'ai un bon PRU sur BlackRock. Mais c'est vrai qu'au prix actuel, c'est vraiment une entreprise que je ne renforcerai pas. Et voilà, donc je suis content de vous faire cette vidéo parce que voilà, BlackRock, effectivement, je n'y touche pas. Je laisse dans mon portefeuille. C'est une boîte que je n'ai pas envie de vendre. Mais c'est une boîte que là, avec la baisse des marchés, je ne suis pas prêt de renforcer au niveau actuel. Ok, donc voilà, pour être un peu plus clair sur BlackRock. Par contre, de l'autre côté, si je passe sur du ASML, là,
là, je la mettrai possiblement en S. Alors, vous allez voir pourquoi, puisque ASML, c'est assez compliqué. Enfin, bon, c'est à la fois simple et compliqué, dans le sens où si on n'a pas de ralentissement, de récession en termes de carnet de commandes, le prix actuel, c'est clairement un buy. Voilà, faut y aller, il faut en acheter. Si par contre, on a un léger ralentissement, c'est une boîte voilà, qui va vraiment baisser de 30-40% peut-être à partir du prix actuel, d'accord. Alors que des boîtes comme Visa, même s'il y a une récession, ça va pas s'effondrer. Enfin, excuse-moi, Google également, même s'il y a une petite récession, je pense pas qu'on va avoir vraiment bien un prix qui va s'effondrer. Puisque ASML, eh bien voilà, donc rapidement, hein, la vue d'ensemble, business qui est exceptionnel. Moi, j'ai une position dessus, ASML. Alors, et où est-ce que c'est? Voilà, j'ai acheté 8 actions après la baisse de DeepSeek. Donc, j'ai pris une petite position. Vous voyez, voilà, j'ai un PRU sur les 600, excusez-moi, 37. Donc voilà, bon, là, j'étais retourné flat à peu près. J'avais visité en racheter et je vais vous donner un petit peu la conclusion là dans la vidéo. Alors, donc, les revenus d'ASML, donc le chiffre d'affaires, on parle d'une croissance de 17% par an. Rappelez-vous, Visa, on est sur du 12-13%, Google, on est sur du 18%, là, on est sur du 17%. Donc, on est sur les mêmes niveaux que des boîtes comme Google. Et si je prends le bénéfice net, là, on est carrément sur du 20%. Donc, on est bien au-delà de toutes les entreprises là qu'on a traitées jusqu'à présent. Et un prix en bourse qui a lui augmenté voilà, de 21%. Donc, finalement, le prix en bourse, il n'y a pas eu de déconnexion entre le prix en bourse et les earnings, d'accord. Donc, c'est très bien de ce côté-là. Si maintenant, je passe donc sur le DCF, donc je vais sur ASML directement. Voilà, donc là on a un earning per share actuellement de 20, ok, même de 21, ok. Alors par contre sur ASML on a un petit peu de chance puisque le management eh bien, nous donne des guidances, donc des estimations sur les 5 prochaines années. Donc là on va pouvoir plugger directement dans eh bien, ces calculs-là l'estimation du management de l'entreprise en elle-même. Alors pour ce faire on va se rendre sur le dernier Investor Day de 2024. Moi je vous l'ai mis voilà, ici, d'accord, mais je vous encourage à aller le lire rapidement. Vous allez voir, ça va vous permettre de vous familiariser avec voilà, l'entreprise. Ils détaillent vraiment la totalité, leur marché, voilà, tous les concurrents, enfin, justement, c'est pas les concurrents, là, c'est les clients, etc. Ce qu'ils mettent en R&B, bref, la totalité. Mais moi, je vais directement me mettre sur la slide 208, donc la dernière slide, où on a voilà, justement l'update sur les anticipations en termes de chiffre d'affaires d'ici 2030. Alors, voilà ce qu'ils anticipent en 2030. Alors ça c'était les anticipations, excusez-moi, enfin c'était la guidance qu'ils avaient mis dans l'Investor Day 2022 et ça c'est la nouvelle guidance sur l'Investor Day 2024 qu'ils ont fait là il y a quelques mois. Alors voilà, on va anticiper entre 44 et 60 milliards donc de chiffre d'affaires en 2030. Actuellement on a un chiffre d'affaires de 28 milliards, d'accord. Donc voilà, la fourchette basse on sera à 44 milliards, la fourchette haute à 60 milliards. Maintenant en termes de bénéfices nets, on voit qu'on va avoir une grosse margine qui est actuellement de 50%, 51%, qui va passer possiblement à 56 et 60%. Donc la fourchette basse, ça sera à 56%. Donc ASML, clairement, il nous dit que selon lui, ils sont sûrs de leur coût, leur marge nette va augmenter. Parce que si le grosse margin augmente et que voilà, les R&D, ça n'augmente pas finalement, enfin, pas proportionnellement, ça va, la marge nette va augmenter. Donc je pense que la marge nette peut augmenter. Là, on est à 27% de marge nette. Je pense qu'on va augmenter de nouveau à 30% de marge nette. Ok. Donc si on prend, on va dire, allez, on va prendre entre 44 et 60, je vais mettre 54, 55, ok, même 54 de chiffre d'affaires. 54 de chiffre d'affaires, milliards de chiffre d'affaires, hein, là voilà, on est à 30 milliards d'ailleurs depuis qu'ils ont fait l'Investor Day. Multiplié donc, eh bien, on va mettre une marge nette de 30%, ça va nous donner un bénéfice net chez SML en 2030 de 16 milliards. Actuellement, on est à 8 milliards. Ok, et donc là, on peut directement aller faire la formule ensemble. Rappelez-vous, entre parenthèses, on met 16 milliards divisé par le bénéfice net actuel qui est là exactement, on a vu du 8 milliards divisé par 8, et là on met exposant, d'accord, entre parenthèses, 1 divisé par le nombre d'années, sur 5 ans, là d'ici 2030, ok. Et donc ça nous donne un taux de rendement annuel composé du bénéfice net selon le management, si on prend la guidance neutre, de 15% par an. Ok, donc première chose, 15% par an, on va pouvoir aller plugger là du 15% par an. Voilà, du 15% si je prends la guidance neutre du management. Ensuite, l'earning per share. Si le bénéfice net il augmente, ça veut dire que chaque dollar de chiffre d'affaires nous procure des centimes de bénéfices, des dollars de bénéfices plus élevés. Donc je pense que l'earning per share peut augmenter, le multiple peut augmenter au moins voilà, sur les 30, puisque c'est vrai que historiquement, pareil, si je vous mets le PE historiquement, voilà, on est quand même, voilà, là on est sur du 34, et c'est vrai que si je prends sur du 30,
je pense qu'on serait sur la borne, voilà, on revient sur un truc qui est pas délirant, quoi. Du 30, je pense qu'on est même conservateur. Bref, du 30, eh bien, ça vous fait un rendement sur le prix actuel de 12% par an. Voilà. Ce qui n'est pas, c'est pas mal, on va dire que c'est pas mal, hein. Si on le compare sur du Visa, si on le compare sur du Google, ASML, moi, ça va clairement sur du S, ok? Alors, ça va un peu, enfin, c'est supérieur à Visa selon moi, puisque l'ASML, eh bien, si on a la borne haute du management, à savoir du 60 milliards, donc je prends même pas le scénario dans lequel on va dépasser les attentes, ok? Donc, si je prends du 60 milliards fois donc excusez-moi, du 30% de marge, ça nous donnerait un bénéfice net de 18 milliards. Ok, et donc là, si je mets 18 à la place de 16, ok, bah là, on passerait de 14% de taux de croissance à ici 17%, 17,6. Ok, et donc dans ce cas-là, si je mets là 17, si on est dans la fourchette très très haute là, de ce que le management prévoit, on aurait voilà, un rendement sur le prix actuel de 13,5% par an. Ok, et si maintenant on va mettre carrément, on va dire que la guidance est explosée et qu'on va sur des taux de croissance comme celui sur les dernières années, donc du 20%, bah dans ce cas-là, voilà, on est à 16% de rendement sur le prix actuel. Mais là, vous voyez bien que toutes les personnes qui vous disent que SML va faire du 20% par an, bah quand même, ils sont assez optimistes parce que même le management voilà, prévoit entre, bah, si on le met en termes de pourcentage par an de rendement de croissance, on est entre du 14 et du 17. Enfin, on est entre les deux, d'accord? Donc du 20%, ça me paraît très peu probable. Et si on est à l'inverse sur la borne basse de la guidance, eh bien là, on sera à combien? On sera à 44 milliards donc de chiffre d'affaires fois 30% de marge nette, ça fait un bénéfice net donc de 13 milliards. Et donc là, dans ce cas-là, le rendement, là, on passerait de 18, je vais mettre 13 à la place. 13. Là, on aurait du 10% de taux de croissance dans la fourchette très très basse du management. Mais s'ils la mettent, c'est qu'on peut, on peut l'atteindre. Hein. Donc du 10% de taux de croissance, là, on aurait seulement un rendement de 6%. Et c'est exactement voilà, ce que j'avais entre guillemets développé dans toute une vidéo que j'avais fait le mois dernier sur ASML, ou même il y a 2 mois maintenant, bah, quand j'en avais acheté, qu'effectivement, bah, soit vous l'achetez actuellement, c'est un peu surévalué si la guidance est dans la fourchette basse, ou soit on a vraiment une fourchette hausse, enfin une fourchette haute, excusez-moi, et dans ce cas-là, c'est super intéressant. Donc voilà, c'est un peu à vous de décider sur du ASML. Dans tous les cas, sur du long terme, c'est super intéressant, je pense, d'en avoir en portefeuille. Et moi, sinon, au-delà de ça, j'avais fait une analyse de plus de 2 heures avec Paul, avec toutes les personnes qu'on l'accompagne, donc dans un coaching de groupe privé. Et on avait à la suite, en fait, la conclusion, c'est qu'on avait mis une fair value sur les 550. Ok, 550 parce que, comme vous pouvez le voir, eh bien, si jamais on a un taux de croissance, on va dire, allez, voilà, de 13% par an, ce qui, franchement, je pense que c'est ce qu'on va pouvoir délivrer avec un earning per share de 30, ok. Voilà, ça fait à peu près, comme vous pouvez le voir, en termes de dollars, ça fait 571. Donc, on est à peu près là-dessus pour avoir du 15% par an. Et là, je pense que vous voyez que ASML versus Google, en termes de valorisation, on est à peu près sur les mêmes niveaux, puisque regardez, si je mets du 12% de taux de croissance sur Google, le taux de croissance, entre guillemets, pas voilà, neutre, slash négatif, voilà, la moitié de la guidance, on est sur du 12%. Earning per share, excusez-moi, multiple du PE de 20. Ben là, ça vous fait du 11% par an. Et sur ASML, si on prend pareil, eh bien, la guidance du management neutre, on est sur du 14,5% de croissance par an. Si je prends un multiple de 30, là, on est sur du 11%. Donc, vous voyez, on est à peu près pareil, vraiment. ASML est même légèrement moins cher que Google. Donc, moi, je le mets quand même en S. Moi, je le mets vraiment en S. Et c'est une boîte que là, je pourrais acheter, par exemple, demain. Là, si jamais j'ai vraiment du cash à mettre, quelque chose dans le genre, c'est vraiment une boîte sur laquelle je pourrais renforcer régulièrement. Et je pense que c'est une boîte voilà, sur laquelle je vais vraiment racheter. Je vais faire un petit DCA tous les mois. Là, je vais peut-être doubler ma position, justement. Je vais rajouter 8 actions sur le mois. Là, vous voyez, si ça rebaisse un petit peu. C'est vrai que j'aimerais bien que ça rebaisse quand même un tout petit peu. Mais bon, voilà, après, vous voyez, sur le long terme, hein, si vous l'achetez à 730 ou à 650, de toute façon, on est à peu près pareil, quoi. Ça fait une différence de combien en termes de pourcentage? Vous voyez, ça fait une différence de 6-7%. Voilà, si jamais le marché repart, vous serez bien content. Donc bref, ASML en S, ça c'est fait. Ensuite, du LVMH que je mettrai également en S. Donc on a déjà une entreprise qui nous a délivré une excellente performance, là vous voyez, sur les 10 dernières années. On a du quasiment 400%. Donc c'est vraiment c'est des énormes performances. Et en termes maintenant de bénéfices nets, sur les 10 dernières années, donc je vais prendre le plus bas de 2015. Hein, voilà, 2015, on était à peu près à 3,5 milliards. Et là maintenant, on est, 10 ans plus tard, à 12,55 milliards. Voilà, entre parenthèses, 12,55 divisé par 3,5. Et là, exposant 1 divisé 1 divisé par le nombre d'années 10. Ça vous donne un taux de croissance annuelle composé du bénéfice net de 13,6% par an sur les 10 dernières années.
c'est énorme, d'accord? C'est une énorme performance et c'est pour ça qu'LVMH a également voilà, vraiment bien performé en bourse. Et comme vous pouvez le voir ici, le free cash flow, comme il n'a pas été impacté comme a pu l'être le bénéfice net, là sur les 2 dernières années en cours, eh bien voilà, on est passé de 3,87 milliards à ici 14 milliards, 14,5. Donc ça nous fait une augmentation de 17% par an, ce qui est vraiment très très bon. Donc maintenant, on va aller mettre ça un petit peu voilà, sur les earnings. Donc on va prendre voilà, effectivement l'earning per share. Alors déjà, la l'earning per share, je crois qu'il est pas bon. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'earning per share, il est de 25, alors que sur Qualtrim, il est de 59. Donc j'ai plutôt valorisé excusez-moi, avec le free cash flow. Mais c'est vrai que c'est simplement parce qu'en fait, là, comme c'est le ticker qui est en dollars, ça c'est vraiment un site spécialisé sur les actions donc US. Mais oui, vous voyez, c'est bizarre, effectivement. Là, ici, ils me le mettent bien, le PS de 25. Ici, ils doivent mal le calculer. Je pense qu'il doit y avoir un bug avec la conversion l'euro-dollar et avec le ticker. Mais pourtant, ici, voilà, ils me mettent bien effectivement 25 dollars. Donc ici, il est bon. Ici, il est bon. Donc on va prendre les 25 dollars là donc de earning per share. On va prendre un taux de croissance. On va mettre au départ 10%, ok, 10% de taux de croissance, et on va mettre un earning per share voilà, de 25. Et donc là, ça vous donne au prix actuel, ok, eh bien, un rendement donc sur les 5 prochaines années de 11,31% par an. On est extrêmement bien parce que 10% c'est vraiment, on serait sur un scénario dans lequel sur les 10 prochaines années, on a une croissance moins importante que sur les 10 dernières années. Et si on a un scénario qui va pas être non plus optimiste, mais dans lequel on va dire qu'on va pouvoir maintenir les taux de croissance que l'on a eu sur les dernières années, donc du 13% par an, dans ce cas-là, vous avez du 14% eh bien, voilà, par an. Et vous avez une fair value des LVMH à 572 dollars. Donc là, alors attention, comme c'est en dollars, il y a un petit différentiel, mais effectivement, en gros, c'est le prix actuel, quoi. Donc là, au prix actuel, si vous l'achetez, vous avez effectivement 15% de retour si LVMH négocie à 25 fois les bénéfices dans le futur et si LVMH nous envoie comme ça du 13% de l'earning per share donc du bénéfice net par an. Effectivement, ça vous ferait, vous voyez là, un prix par action de 1115 dollars, donc euros finalement, voilà, par action. Et ça fait voilà, du LVMH à peu près ici, voilà, dans 5 ans. Et donc, effectivement, à peu près du 15% par an. Voilà. Donc c'est pas délirant, je pense que c'est largement possible. Et donc c'est pour ça qu'LVMH, selon moi, c'est une excellente opportunité au prix actuel. On prend le free cash flow qui est un petit peu supérieur. Donc là, on a 28 dollars de free cash flow par action, que je mets un taux de croissance, allez, on va dire, on va être fou, un taux de croissance de 15%. Mais encore une fois, on a fait 17% sur les 10 dernières années. Donc 15%. On se négocie à un multiple de 25 fois. Là, ça vous fait carrément 20% par an de retour. Donc vous voyez bien qu'on est vraiment, voilà, on est vraiment sous-évalué sur LVMH. Si vous avez une perspective évidemment de long terme et que vous pensez qu'on va délivrer de la croissance, parce qu'effectivement, si on délivre seulement allez, 8% de taux de croissance, bah dans ce cas-là, on passe à 12% de rendement. Mais 12%, ce qui est très bien hein, quand on compare à du BlackRock, LVMH, c'est bien mieux que BlackRock, selon moi, au prix actuel. Ok. Ensuite, je vais prendre du Nvidia que je vais mettre en A. Alors pourquoi je ne le mets pas en S? Eh bien, c'est pour la valorisation au prix actuel, évidemment. Alors on parle d'une entreprise voilà, qui va se négocier à un forward P de 25 normalement en 2026. Donc vraiment, voilà, le forward P devrait s'effondrer. On passerait de 38 à 25 parce que le marché, enfin les analystes anticipent du 108 milliards de bénéfices nets d'ici 2026. Et là actuellement, si je vous mets voilà, du Nvidia directement en termes de bénéfices nets, c'est massif, hein. C'est vraiment massif. Là, on a actuellement un bénéfice net de combien? De 72 milliards, vous voyez. Donc, on devrait comme ça aller taper les 108. Et après, voilà, on devrait quand même commencer à se normaliser en termes vraiment de... Oui, il y a une belle baisse, hein. D'ailleurs, il y a une belle baisse aujourd'hui et hier. Et vous allez voir que si je mets vraiment en termes de... Alors, je pense que ça sert à rien de vous montrer ce qu'effectivement, bon là, tout est exposé. Voilà, on a du 38, enfin du 40% par an. Si je mets pareil par segment, enfin bref, voilà, c'est énorme. Mais si je mets la valorisation, donc pour prendre en compte cette croissance future, et que je vais prendre voilà, un taux de croissance, on va dire, de l'earning per share de 20%, ok, de 20% sur les 5 prochaines années. 20%, je pense qu'on peut le délivrer, d'accord? C'est quelque chose qui est possible. Ça nous ferait un bénéfice net, donc 72 milliards actuellement, 20% de taux de croissance pour se donner une petite idée de ce qu'elle fait dans 5 ans, ça ferait un bénéfice net dans 5 ans de 180 milliards par an. Donc c'est un truc c'est du lourd, hein, voilà, ça serait l'entreprise qui générerait le plus d'argent finalement au bénéfice net par an. Mais je pense que Nvidia voilà, peut délivrer cette partie-là. Et ensuite, on va se négocier, on va dire, à 25 fois, d'accord, à 25 fois l'earning per share, donc les multiples, hein, 25 fois les bénéfices.
Et ben, dans ce cas-là, ça nous donnerait tout simplement, comme vous pouvez le voir, eh bien, une fair value à 90. Et moi, j'ai un PRU à 92. D'accord. Enfin, si mes puts se font exécuter, j'aurai un PRU à 92. Donc, c'est pour ça que voilà, ce PRU 92, moi, dès le départ, vraiment, il me faisait tilt et il faisait sens dans mes valorisations. Et sinon, si on est plutôt négatif, et on va se dire, OK, Nvidia, 180 milliards de bénéfices nets par an dans 5 ans, c'est quand même assez optimiste. Moi, je pense qu'on va faire que 15% par exemple. Donc 15%, ça ferait un bénéfice net de 144 milliards. 144 milliards, là déjà, on est sur quelque chose qui est plutôt possible. D'accord. On est plutôt dans le domaine du possible. Donc, je vais mettre à 15% de taux de croissance. Et donc là, on partirait sur une fair value à 73 dollars. Donc là, c'est un petit peu, entre guillemets, la douche froide de ce côté-là. Par contre, peut-être que les multiples vont être de 30, d'accord. Si c'est dans ce cas-là. Donc 30, on serait une fair value à 88 finalement. Donc vous voyez, on peut vraiment jouer avec les valorisations comme ça. Et c'est vrai que dans tous les cas, moi je pense qu'en dessous des 100, c'est intéressant sur du Nvidia. Et que là, voilà, au-dessus des 100, pourquoi pas renforcer du SML, du LVMH, on l'a vu ensemble. Et voilà, du Google également, d'accord. Parce que c'est vrai qu'Nvidia, il y a quand même une grosse croissance qui est prise en compte. Alors oui, c'est une excellente entreprise, etc. J'ai déjà détaillé dans plusieurs vidéos donc indépendante sur Nvidia. Après, on peut très bien le faire nous-mêmes sur les 10 prochaines années, parce que là, 5 ans, on peut se dire que oui, mais Nvidia, c'est tellement exceptionnel que le mode qu'ils ont, ils vont pouvoir le garder sur les 10 prochaines années. Donc, dans ces cas-là, bah, écoutez, on va prendre 15% de taux de croissance et on va les mettre ça donc sur, non pas 5 ans, mais sur 10 ans. Ça ferait donc voilà un bénéfice net dans 10 ans de 300 milliards quasiment par an. Vous voyez, donc c'est énorme hein, également. Et je trouve que c'est bien de faire cet exercice-là parce que ça nous permet de voir, d'être confronté un petit peu à la dure réalité qui est qu'une entreprise qui génère 300 milliards de bénéfices nets par an, c'est pas évident quoi. Donc il faut un petit peu redescendre sur terre et se dire bah ouais, ça va peut-être en fait la croissance va peut-être vraiment finir par se normaliser. Et peut-être qu'on va avoir seulement, par exemple, que 10% de taux de croissance. D'accord. Et si on a 10% de taux de croissance, on aurait voilà, un bénéfice net dans 10 ans de 190. Bon, 186, on prend en compte l'inflation dans 10 ans, etc. C'est largement possible. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, du 15%, je pense que ça serait vraiment là, sur du long terme, 15%, ça serait la borne haute, je pense. Donc, bref, voilà, 300 milliards. Ensuite, on va multiplier ça. Eh bien, on va dire, allez, ça va se négocier à 25 fois les bénéfices dans 10 ans. Là, ça nous fait le prix en bourse de 7,2 trillions. Voilà, 7,2 trillions. Donc là, on a un prix à combien là, actuellement? 3 trillions. Voilà, ça fait à peu près 100%, un peu plus de 100% finalement. Voyez, regarde, on va le faire ensemble. Alors là, c'est très très simple. Hein. Hop, regardez ce qu'on va faire. Maintenant, vous avez la technique. Entre parenthèses, alors excusez-moi, 7,2. Hop, entre parenthèses, 7,2 divisé par le prix actuel de 1,78. Fermez la parenthèse, exposant entre parenthèses 1 divisé par le nombre d'années de 10. Eh bien, ça vous fait un taux de croissance annuel composé, les amis, de exactement 10% par an. Voilà, 10% par an, tout simplement. Donc voilà, c'est pas ouf. Par contre, après, voilà, si jamais je reprends le bénéfice net dans 10 ans et qu'on le multiplie par un PE, par exemple, de 30, dans ce cas-là, vous aurez une valorisation fois donc 30, une valorisation là voilà de 8,7 trillions. Et donc dans ce cas-là, 8,7 divisé par 1,78. Là cette fois-ci, ça vous donne un taux de croissance de 12% par an. Donc quoi qu'il se passe, de toute façon, Nvidia au prix actuel, c'est un petit peu cher parce que, eh bien, évidemment, vous l'avez compris, hein, si on reprend donc les 7,2 trillions là, si on a donc une croissance de 15% par an dans 10 ans et qu'on se négocie à 25 fois les bénéfices, mais que par contre maintenant on le divise non pas par un prix là de 2,78 mais qu'on le divise par un prix par exemple on va dire qu'on se négocie effectivement sur les 90, donc on vous enlevez 20% à ce prix-là, d'accord. Moins 20%, ça fait 2,2 trillions, d'accord. Là, regardez un petit peu, évidemment. Donc là, je mets 2,2. Et là, ça vous donne du 12% par an. Donc vous voyez bien que le prix auquel vous allez acheter un business, c'est le nerf de la guerre. Puisque le scénario 1, vous avez le bénéfice net actuel qui croît de 15% par an, ok. Et ensuite, ce bénéfice net-là, on le multiplie par 25, donc fois les bénéfices pour avoir le prix en bourse, et on le compare la valorisation actuelle si vous achetez du Nvidia à 112, ça vous donnait exactement 10% de taux de croissance annuel composé par an. Scénario B, on attend simplement qu'Nvidia baisse de 20%. Donc, c'est-à-dire que si demain ça baisse de 20% et que vous l'achetez à ce moment-là et qu'on a les 15% de taux de croissance, votre rendement par an il passe de 10% à 12,5%. Donc, vous avez vraiment un meilleur rendement chaque année. Mais c'est évident, ce que je vous dis, c'est assez évident, mais il faut vraiment que vous le preniez en compte et ne pas surpayer des business malgré toute la hype qui peut y avoir autour. Et maintenant, je vais passer sur Pernod Ricard qui va directement en S. Mais alors, vraiment directement, vous allez voir pourquoi. On va faire plusieurs scénarios ensemble. Alors, donc là, d'ailleurs, Pernod Ricard, je vois pas mal de
personnes qui paniquent, etc. Enfin, il n'y a aucune raison de paniquer, hein, et surtout que la plupart des personnes, je crois qu'ils ont des PRU quand même assez bas. Moi, par exemple, j'ai un PRU à 116. Donc 116, ça fait, là, j'ai une perte de 21%. Franchement, 21%, c'est pas la mer à boire, hein. Quand vous voyez par exemple regarde, on va aller voir sur du Google. C'est à peu près la fluctuation qu'on a eu là sur du Google, hein, du moins 20%. Ou pareil ici, hein, également. Imaginez, vous étiez, on va dire, rentré ici, d'accord, sur Google, et bien voilà, vous avez du quoi? Du moins 24% au plus bas. Enfin, moins 24%, c'est vraiment, ça arrive tous les jours sur les entreprises en bourse, surtout quand vous avez un secteur comme Pernod Ricard qui finalement retarde encore d'une année la croissance, mais qui, quand vous prenez la valorisation en compte, vous avez quelque chose, mais qui est vraiment très très sous-évalué. Avec donc là actuellement, regardez, on a un earning per share qui est passé de, allez, j'arrondis à 9, ok, à 6. Ok, pourquoi? Eh bien parce qu'on a un bénéfice net qui est passé, eh bien, de 2,26 milliards à 1,5 milliard. Est-ce que le chiffre d'affaires a baissé? On va aller voir ça ensemble, regardez. On a le chiffre d'affaires qui a baissé de 4%. Et on a le bénéfice net qui a baissé de 35%. Donc ce n'est pas une entreprise qui a perdu des parts de marché, c'est simplement une entreprise qui, avec la normalisation et avec les frais en pub, etc., fait que, eh bien, on a une diminution du bénéfice à cause d'une diminution des marges. Non pas parce qu'on a perdu du pricing power, parce qu'on a perdu des parts de marché. Non. Donc c'est pour ça, et parce qu'on a été énormément impacté également, évidemment, par la Chine. Mais ce que je veux dire, c'est que le management, il avait dit noir sur blanc. Bon, il a également dit qu'on allait repartir en croissance en 2026. Ils l'ont reporté, mais que ces marges-là vont remonter. Et moi également, je ne vois pas pourquoi on aurait les marges qui ne remonteraient pas. Vous voyez, là, on a des marges qui ont chuté sur du 12%. On est dans la bande extrêmement basse de Pernod Ricard. Normalement, Pernod Ricard, on est plutôt sur du 16% parce que, on va dire que depuis vraiment 2018, ils ont mis des process en interne et des optimisations pour justement que les marges, elles augmentent. Donc, si on revient sur des marges de 16%, eh bien, avec le bénéfice, avec le chiffre d'affaires qui n'a pas bougé, on aurait directement un earning per share là sur les 6 mois qui reviendrait, excusez-moi, là, on va être négatif sur les 7,5, ok, sur les 7,5. Donc je vais prendre un earning per share sur les 7,5. J'ai mis 7,5. Je vais mettre maintenant un taux de croissance de 7% par an, ok. Donc 7% par an. Voilà, on peut dire que c'est un petit peu optimiste. Voilà, je vais mettre du 5% par an, d'accord, ça, 5% par an. On va mettre également un price le PE, d'accord, on se négocie à 20 fois les bénéfices. Eh bien, ça vous donne du 16% sur le prix actuel. Est-ce que vous comprenez pourquoi Warren Buffett, il a acheté l'équivalent aux US? Voilà, Warren Buffett, il est rentré sur Constellation Brand, hein, il a pris une grosse participation dans l'entreprise. Pareil, moins 40%, voilà. Et là, voilà, bon, on a moins 31%. C'est à peu près kiff-kiff avec du Pernod Ricard, hein, sur ce genre de boîte. Donc après, oui, je sais, Pernod Ricard, c'est un portefeuille premium, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des diversifications, etc., on est quand même extrêmement bien. Donc bref, 7,5 donc l'earning per share, taux de croissance de 5% par an, multiple de 20, vous avez donc 15% par an et vous avez une fair value sur les $95. Donc on est vraiment très très bien. Et si maintenant, allez, vous allez me dire, oui, mais moi je pense pas finalement que les marges vont réaugmenter. Je pense que Pernod Ricard va rester finalement avec des marges très très faibles parce que le business finalement il est nul. Et donc on va rester avec un earning per share comme ça, on va dire de 5,8, d'accord. Donc j'arrondis à 6, donc je mets du 6. Mais vous avez 11% de rendement sur le prix actuel, 11%, avec une croissance de 5%. Et si on a une croissance, on va dire, de 7%, 7%, c'est pas déconnant, 7%, on a 13% par an. Donc vous pouvez un petit peu le prendre voilà, comme vous voulez. Pernod Ricard, oui, ça va en S avec le niveau de valorisation actuel, sachant également qu'on a un dividende qui est quand même assez intéressant sur Pernod Ricard. Donc bref, voilà, un beau S pour Pernod Ricard. Bon, je viens de voir que la vidéo fait déjà 1 heure. À chaque fois, ça se transforme en podcast. Donc, ce que je vais faire, en plus, il reste les small caps. Donc, c'est avec une partie 2 et je vais la faire avec Paul en live. Mais on avait déjà fait l'exercice avec Paul sur ma chaîne YouTube durant le précédent live. On avait classé les entreprises du CAC 40, mais vous voyez, le live avait duré 1h41. Donc, et encore, on ne les avait pas tous traités. Donc c'est vrai que ça met vite, ça prend vite du temps. Voilà, donc alors je me remets ici. Donc là, effectivement, il reste plus que les small caps, du Kelly Partner, super entreprise. Lendbridge, une belle plus-value dessus. Crocs également, le call, il est remonté. J'ai mis à peu près $1000 de plus-value. B2Gold, pareil, ça a pris 40%. C'est vraiment super. Parex, super également. C'est bien reparti là depuis que j'ai fait la vidéo la dernière fois.
Et vous voyez d'ailleurs, B2Gold, plus 40%, Pernod Ricard, moins 20%. Donc il faut également que vous ayez dans votre portefeuille des décorrélations. Je vois trop de portefeuilles, 100% tech, 100% PEA, ce n'est pas bon. Il faut vous diversifier. Et se diversifier, c'est pas forcément acheter un ETF S&P 500 avec 70% d'entreprises dans la tech, d'accord? Ça va au-delà de ça. Donc vraiment, travaillez là-dessus et vous verrez que vous verrez que vous aurez beaucoup moins de problèmes quand les marchés vont baisser, puisque vous aurez toujours des entreprises qui vont augmenter et donc ça va vous couvrir, etc. Donc j'arrête la vidéo ici. Je vous ai mis, comme annoncé en début de vidéo, le lien dans la description pour les derniers créneaux avec moi. Écoutez, eh bien voilà, on se retrouve prochaine vidéo, ou alors pour ceux qui prennent les créneaux justement avec moi dans les prochains jours, voilà, on se retrouve demain ou après-demain. C'était Léo, ciao.